Retour dans la semaine de l'écho consacrée au Brexit. Les Britanniques ont choisi de sortir de l'Union européenne. Les réactions politiques, bien sûr, sont nombreuses. Pour Angela Merkel, le Brexit est un coup porté à l'Europe et au processus d'unification. François Hollande évoque un choix douloureux. Du côté des eurosceptiques, l'extrême droite néerlandaise, Marine Le Pen en France ou encore le Sinn Féin en Irlande demandent l'organisation de référendums. Alors, le Brexit est-il un pas vers la dislocation de l'Europe? Faut-il s'attendre au contraire à un sursaut? Je vous propose d'écouter François Hollande ainsi que d'autres réactions politiques et on en débat ensuite. L'Europe doit continuer à être un espoir pour la jeunesse, car c'est son horizon. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui frappe à notre porte. Ce qui se joue, c'est la dilution de l'Europe au risque du repli, ou la réaffirmation de son existence au prix de changements profonds. Nous devons donc veiller à ce que les citoyennes et les citoyens ressentent concrètement à quel point l'Union européenne contribue à améliorer leur vie au quotidien. Le Royaume-Uni vient d'initier un mouvement qui ne s'arrêtera pas, partout en Europe. J'espère que les initiatives vont émerger pour provoquer autant de répliques que possible de ce Brexit. J'y crois. Je pense que le mouvement est enclenché vers la fin de l'Union européenne telle que nous la connaissons, et je m'emploierai de toutes mes forces à faire triompher la liberté des peuples et la démocratie. L'Europe, c'est pas un jeu. C'est la conséquence de drames pendant des siècles en Europe. Et c'est en fonction de cela qu'on a essayé de construire quelque chose qui nous évite les catastrophes. Et moi, j'en ai marre des gens qui jouent avec l'histoire comme ça parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Jacques Gounod, c'est vrai que vous êtes PDG d'Eurotunnel, mais j'ai envie de vous poser une question politique. On voit bien qu'il y a une fracture en Europe entre des eurosceptiques d'un côté et puis finalement des Européens du traité de Rome. De quel côté vous placez-vous ? Alors je dirais qu'en ce qui concerne le lien fixe du tunnel sous la Manche, nous considérons que le problème est plus pour l'Europe continentale, clairement, que pour la Grande-Bretagne et qu'il faudrait à tout prix, et je le dis très clairement, éviter qu'il y ait des mécanismes de propagation ou de dislocation en Europe continentale. Donc vous le redoutez ? Bien sûr, ça serait tragique pour les jeunes, ça serait tragique pour l'ensemble des Européens. Il faut quand même se rappeler, tel que ça a été dit, que le premier rapport de l'Europe, c'est d'avoir la paix. Et ça reste quand même un objectif difficile, on le voit, et extrêmement important. Pour évoquer après la position des Britanniques par rapport à l'Europe continentale, on a fait faire des micro-trottoirs ce matin dans notre terminal de Folkestone. Et tous les clients britanniques que l'on interrogeait disaient « mais je vais continuer à venir en France, en Europe, acheter du vin, etc. » C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a un problème politique, et c'est aux politiques de l'adresser, comme l'a dit Robert Rochefort à l'instant. Et en ce qui concerne la vie de tous les jours, je ne vois pas de modification majeure si on reste dans une Europe continentale soudée qui offre des perspectives. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que lorsque vous interrogez les gens, qu'est-ce que l'Europe vous apporte, il n'y a pas de réponse qui les mobilise. La dislocation, c'est un problème général. La dislocation de l'Europe pourrait avoir un impact très négatif sur les activités d'Eurotunnel ? Alors là, ce ne serait pas que sur les activités d'Eurotunnel. J'allais dire, on sera très peu impacté dans une situation qui serait absolument dramatique, c'est évident. Raquel Garrido, est-ce qu'il faut un référendum en France, comme le demande Marine Le Pen ? La démocratie en tant que telle n'est pas un risque. Associer les citoyens à tout ce qui concerne les transferts de souveraineté, leur donner une souveraineté citoyenne en tant que telle n'est pas un risque. C'est un risque Non, ça pour le résultat. Ou pas. En revanche, ce qui est une chance, la démocratie est une chance. Mais ce qui est un risque, c'est le nationalisme, c'est la xénophobie, et qui est une réalité dans très nombreux pays de l'Union européenne, notamment dans les pays de l'Est, mais pas seulement. En France, on Donc il faut l'organiser, ce référendum, ou pas, Raquel Garrido ? Écoutez... Il faudrait faire un référendum sur pour ou contre l'Union européenne en France ? La méthode proposée par Jean-Luc Mélenchon, pour prendre celle que je soutiens, c'est de dire... nous sommes la France, nous pesons 18% du PIB français, maintenant plus, du PIB de l'Union européenne, pardon, donc maintenant davantage. Et nous devons avoir des exigences en termes de droits, de ce que je disais tout à l'heure, le protectionnisme solidaire, respect des droits sociaux, environnementaux, démocratie, Très bien, etc. mais oui ou non un référendum, Raquel Garrido ? Si on a un refus de la part de Mme Merkel,
eh bien, en gros, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Et si on la quitte, il faut la faire sur la base d'un référendum, bien entendu. Donc un référendum en France, vous, par exemple, vous pourriez être pour. C'est ce que propose Marine Le Pen. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, mais moi, je n'ai pas peur en soi de l'avis du peuple. Ce qui me fait peur, et je constate que nous recueillons aujourd'hui les fruits de plusieurs années de négation de ce que disent les citoyens. Ça ne vous fait pas peur que ça apporte de l'eau au moulin aux nationalistes, à l'extrême droite? Mais le refus de 2005, il a apporté de l'eau à l'extrême droite. Le problème soulevé par cette position, j'entends bien la démocratie, c'est bien, sauf quand il y a les xénophobes qui nous menacent, etc. Mais le problème, c'est que quand on organise un référendum, les xénophobes, ils y participent aussi. Oui. Et que le problème du référendum britannique qui vient de se dérouler, il s'est déroulé pour des raisons qui sont exactement celle que combat, alors c'était drôle plutôt de voir Mélenchon se féliciter du résultat ce matin, parce que la campagne électorale s'est faite sur une campagne xénophobe au relent de racisme, parfois, et sur une violente réaction contre la supposée surrégulation de la part de l'Union européenne, des économies, des entreprises, des banques, etc. Supposé évidemment, parce que la Grande-Bretagne n'en souffrait pas. Mais ce que vous voyez maintenant, dislocation, je n'y crois pas une seule seconde, mais il y a en revanche un lent mécanisme de dissolution plutôt. Quand on voit la course au référendum qui est engagée ici en France par des gens qui vont de Le Pen, évidemment, et je vous donne acte, c'est pas le même, à Mélenchon, en passant par Alain Juppé ce matin qui menace d'un référendum, et sans doute, j'imagine, Nicolas Sarkozy cet après-midi. Quand on voit Bruno Le Maire, la promesse de politiciens qui ont peur de prendre des décisions et qui promettent un jour de s'en remettre au peuple sur des référendums dont on ignore les questions, on ignore sur quoi ça porterait. Ça peut porter sur des traités de transformation qui restent binaires, finalement. Et qui, évidemment, comme d'habitude, les gens ne répondent jamais à la question qu'on leur pose. Peut-être réducteur. Robert Rochefort, l'Europe n'est pas un jeu, dit Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que ce Brexit, c'est la fin de l'Europe des fondateurs? Non, il faut au contraire que ce Brexit arrive au fait qu'on retrouve l'Europe des fondateurs. Je voudrais juste dire par rapport au référendum, ne vous compliquez pas la vie. Dans moins d'un an, il y a une consultation nationale en France. L'élection du président de la République, c'est le plus important. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'Europe soit au cœur de la consultation présidentielle. Les Allemands... Sauf qu'elle n'y sera pas. Vous êtes d'accord qu'elle n'y sera pas? Je n'en sais rien. Je ne suis pas aussi sûr que vous, parce que je crois que dans ce qui s'est passé hier, il y a une étape nouvelle qui s'ouvre, et je ne crois pas que l'Europe sera absente de notre agenda dans les 2 ans qui viennent. En Allemagne, de la même façon, il y a le renouvellement du Parlement avec un nouveau chancelier, une nouvelle chancelière. Moi, je vous dis par rapport à l'avenir et par rapport à la relance de l'Europe, parce que ça n'existe pas dans 10 ans ou dans 15 ans, un continent européen qui ne serait pas uni. Si ce continent européen n'est pas uni au minimum avec Robert Rochefort, ils ont montré tout l'inverse, ces Européens, toutes ces années. C'était plutôt la désunion, les divisions, les heurts, les fractures. Justement, il faut tenir compte de cet échec. L'Europe est en échec et il faut construire autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un an, à Berlin comme à Paris, il va y avoir 2 responsables politiques nouveaux qui auront une légitimité et qui auront une période de temps pour exercer leur mandat. Je souhaite qu'ils soient vraiment à l'œuvre d'une initiative extrêmement forte, qui soit une initiative non pas de fusion... Vous avez un candidat en tête qui correspond au profil que vous décrivez? Oui, mais attendez, non, je suis d'accord avec Daniel Cohn-Bendit. Il ne faut pas plaisanter, là, on est sur des sujets qui sont des sujets tout à fait fondamentaux. L'Allemagne plus la France, c'est 50% du PIB de la zone euro. C'est à partir d'eux que ça doit repartir, puis des pays fondateurs, dans lesquels il y a la Belgique, dans lesquels il y a l'Italie. C'est comme ça qu'il faut reprendre les choses à la base, et je suis sûr qu'on découvrira qu'on a un destin à bâtir ensemble. Ce ne sera pas trop tard, Jacques Gounon. Et alors, je voudrais ajouter peut-être un détail, mais que je trouve assez révélateur. Les Européens travaillant en Grande-Bretagne n'ont pas été consultés. Il faut l'avoir présent à l'esprit, ça représente plusieurs millions de personnes. Ma fille travaille à Londres, elle a voté pour le nouveau maire de Londres, elle n'a pas été invitée à voter pour le référendum. Beaucoup de Britanniques vivant à l'étranger n'ont pas non plus Exactement. été consultés. Et donc, c'est un référendum vraiment interne, j'allais dire, au Pays de Galles et à l'Angleterre, puisqu'on sait que l'Écosse est europhile, que Londres est europhile. Donc, il ne faut pas non plus chercher des prolongements excessifs. Sauf que son impact est national. Mais son impact est national pour la Grande-Bretagne. Il est, à mon avis, je l'ai dit de mon point de vue, plus limité que les commentateurs ce matin à l'aube ne le disaient, et qu'il ne faut pas évidemment que ceci se traduise par des perturbations, je l'ai dit, je le répète, en Europe, qui seraient, à mon avis, inutiles et stériles. Il ne faut pas, mais c'est un risque, Jacques Gounon. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Il faut que nous réinventions. Donc la balle est dans le camp des politiques, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Oui, mais il y a un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez
selon les pays, des situations différentes. Dans certains pays, la critique de l'Union européenne est dirigée par l'extrême droite et dans d'autres, non. Nous avons en France une position singulière qui est intéressante et qui est une chance, c'est qu'en 2005, quand le référendum a eu lieu, c'est nous qui avons pris la direction de ce vote non. Quand je dis nous, c'est plutôt qu'on a appelé le non de gauche, etc., Mélenchon, les autres. Ça, c'est une chance, parce que dans les situations inverses, alors du coup, vous recevez une situation... En quoi, pardonnez-moi. C'est une chance parce que de toute façon, cette Union européenne-là, elle est rejetée par tout le monde. C'est parce que les Anglais elle est rejetée par les Anglais ont refusé une Europe pas assez libérale. L'Union européenne, quoi. Une Union européenne qui a organisé la concurrence entre Européens. Cette Union européenne qui a organisé systématiquement la mise en concurrence entre citoyens de l'Union européenne et avec le moins 10 ans. On ne l'a pas fait assez. Les Anglais considèrent qu'on ne l'a pas fait assez. Non, mais ça, c'est les Anglais. Mais c'est les Anglais qui ont voté hier. Oui, d'accord, sauf que moi, je parle de ce scrutin. Écoutez, ne récupérez pas ce scrutin. Mais je récupère pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un Mélenchon anglais. Je vous dis qu'il n'y en a pas, justement. Non, mais vous dites que c'est la même chose. Il n'y a pas de désaccord. Quelle Europe défendez-vous, Raquel Garrido? Alors moi, on a l'impression qu'il y a deux Europes irréconciliables, comme il y a deux gauches irréconciliables. Mais parce que c'est comme parce que Stéphanie Antoine, en quoi c'est étonnant que à l'échelle européenne il puisse y avoir des opinions politiques divergentes. Pourquoi est-ce que alors que au niveau de l'État-nation il y a une droite, il y a une gauche, il y a une oligarchie, il y a le peuple, etc. Pourquoi est-ce qu'à l'échelon de l'Europe il n'y a pas les mêmes divergences? Il y a la même chose. Vous avez la même latéralité. Vous avez au Parlement européen. Vous avez une oligarchie politico-financière à Bruxelles. Votre raisonnement est un peu faible, je trouve, c'est que vous semblez ignorer qu'il y a besoin de lieux où c'est d'abord un compromis au sein de familles politiques différentes pour définir ce qu'est un intérêt national et un compromis au niveau européen, entre États, parce qu'il y a des intérêts différents qui s'affrontent et donc il y a un lieu où il faut que ça se passe. Et pas seulement que ça se discute seulement, ce qui est parfois le cas, je parle sous votre contrôle, du Parlement européen. Le problème qu'on a dans l'immédiat, vous disiez la balle est dans le camp des hommes politiques. Quels hommes politiques? Ou femmes politiques. Rochefort vient de souligner Hollande et Merkel qui ont des élections importantes dans un an, qui ne vont prendre aucune initiative qui fâche, parce que l'Europe, ça fâche. C'est pour ça que j'ai parlé dans un an. C'est le problème. Donc on va perdre un an, puisqu'on aura un Premier ministre britannique qui, pendant 3 mois, va être... François Hollande a menti sur ce sujet. Un vieux cheval de retour. Justement, que va faire David Cameron pendant les 3 prochains mois Attendez, peut-être des élections en Angleterre à nouveau, parce que le nouveau leader du Parti conservateur il y aura une pression très forte pour qu'il organise de nouvelles élections, qu'il risque de perdre. Il risque de perdre la majorité absolue qu'il détient. Il risque de devoir bâtir une coalition avec des libéraux démocrates à nouveau. Il y a un certain nombre de scénarios qu'on ignore du côté anglais. En France, on sait qu'il y aura une campagne présidentielle dont on voit malheureusement pointer les grandes caractéristiques. Immobilisme, paralysie, non-décision pendant un an. Et en Allemagne, prudence, c'est le cas de toute façon du style de Mme Merkel, et ça va être encore plus le cas avant les élections parlementaires. Donc il ne va rien se passer. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'Union européenne ? Enfin, il ne va rien se passer, Pierre Briançon, pardonnez-moi, mais c'est une sorte de pourrissement. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'Union rien. européenne? La zone euro. Ce qui reste maintenant, surtout que maintenant le plus grand pays non-euro est parti, c'est la zone euro. Et donc vous allez voir un certain nombre d'hommes politiques tout contents de se défausser sur Mario Draghi ou d'autres, des décisions à prendre, ou sur un ministre des Finances, j'allais dire encore pire, sur le plan politique, de décisions à prendre pour le renforcement technocratique de telle ou telle mesure qui ont déjà été prises. Donc, et donc, ce que je crains, c'est pas le trop-plein de politique, c'est plutôt l'absence de politique dans l'année qui vient. L'absence de politique. L'histoire n'est pas écrite à l'avance. Nous avons devant nous une nouvelle page d'histoire à écrire. Moi, je vous dis qu'elle ne peut pas se faire sans l'Union européenne. Maintenant, je pense qu'il faut profondément la réformer. Une des choses qui nous ont été dites par les Britanniques, et ils ont raison, il y a 2 choses qu'ils nous ont dit. La première, c'est qu'il faut arrêter de légiférer sur la taille du trou du gruyère pour que le gruyère s'appelle du gruyère. Et ça, je leur dis, ils ont raison. Pour faire court, on a fait beaucoup trop de règlements sur des questions qui sont des questions de vie quotidienne qui... Nous croyons que ça faisait du bien, parce que figurez-vous que quand on légifère sur la taille du trou du gruyère, c'est parce qu'il y a les producteurs du gruyère qui nous disent il faut le faire, sinon notre gruyère va devenir un produit banalisé et on veut le défendre. Mais il faut qu'on arrête ça. Est allé trop loin dans la législation. Absolument. Et à l'inverse, l'Europe n'est pas allée assez loin sur les choses fondamentales qui sont la coordination des politiques économiques, l'arrêt du dumping fiscal, l'arrêt de la concurrence fiscale exagérée, parce que dites-vous bien que si l'Europe ne se construit pas et si on ne va pas en avant,
alors ça veut dire qu'on va redémarrer sur cette concurrence, ce dumping fiscal, ce dumping social. Mais si l'Europe n'est pas allée assez loin, il faut se poser une question. Est-ce que c'est la faute de l'Europe ou est-ce que ce ne serait pas plutôt la faute des responsables politiques nationaux, État par État, qui n'ont pas voulu en réalité donner du pouvoir réel à Bruxelles et qui ont surtout voulu que leur propre position politique nationale soit préservée avec ce que ça veut dire par rapport à leur propre peuple. Donc il faut effectivement qu'on s'interroge tous sur ce qu'il faut changer aujourd'hui, mais je vous le dis comme je le pense, il n'y a pas... Bien sûr qu'il y a des alternatives sur la façon de construire l'Union européenne, mais il n'y a pas d'alternative. Là, on a une photo du Parlement européen. Peut-être faut-il inventer une démocratie un petit peu différente. Peut-être faut-il un Parlement dans lequel il y ait la moitié de parlementaires européens et des parlementaires nationaux qui viennent de façon à ce qu'on entende mieux, à ce qu'on se complète mieux entre parlementaires nationaux et parlementaires européens. Je ne serais pas défavorable à ça. Il faut aussi qu'on arrive à un président de la Commission, ou demain on l'appellera, je ne sais pas comment on l'appellera. Une Europe plus fédérale, hein, c'est ce que vous prenez. Oui, mais n'enfermez pas ça dans des mots, parce qu'à l'inverse, il y a plein de choses... Pour l'instant, on va plutôt vers... Voilà, elle se détricote, cette Europe. Hein. Non, mais il faut que ça s'arrête, et il faut qu'effectivement, on considère cela, non pas comme une chance, ce serait exagéré. Comment peut-on arrêter ce mouvement qui, tout de même, a l'air d'être qu'au début. En n'étant pas, dans l'année qui vient, ou dans les ans qui viennent, en n'étant pas dans le juridisme de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, comme l'a dit Jacques Gounon, que les entreprises puissent travailler correctement, surtout celles qui sont à cheval entre le continent et la Grande-Bretagne, et ensuite qu'on ait un raisonnement politique. Et moi, je vous dis, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tous les chefs d'État et tous les chefs de gouvernement ne doivent plus peser du même poids. On est là devant un moment décisif. C'est-à-dire une Europe à plusieurs vitesses. Absolument. Absolument. Donc, les pays fondateurs pèseraient plus dans la décision que la les France autres. et l'Allemagne, parce que ce sont les pays qui ont vraiment été à l'origine. Les pays fondateurs, la zone euro, l'Union européenne, et puis d'ailleurs là-dedans, la Grande-Bretagne avec un statut qui reste... Alors comment le décider? Ça paraît tout de même assez compliqué, Robert Rochefort, même si... Eh bien, il faudra le décider probablement avec un texte fondateur beaucoup plus simple, qu'il faudra élaborer, qu'il faudra le moment venu présenter aux citoyens. Comment le faire? Vous savez, le référendum, c'est pas tellement le sujet. Vous savez très bien que quand on organise un référendum aujourd'hui, c'est d'abord contre les exécutifs. Vous savez que M. Cameron a fait ce référendum pour régler un problème interne à son parti à la Grande-Bretagne. Donc si on fait un référendum aujourd'hui, très bien, on va considérer qu'on va voter non parce qu'on ne veut plus de M. Hollande. Mais c'est pas le sujet. Raquel Garrido, rapidement. Je pense, M. Rochefort, bon, je vous en fais pas grief parce que vous êtes député européen, vous êtes dans la vie de Bruxelles, Strasbourg, et c'est une réalité concrète. Vous êtes très investi dans votre travail. Mais je vous invite à faire attention, à ne pas voir tout de cet angle-là. Ne pensez pas que les citoyens... Rassurez-vous, je ne vois pas tout cet angle-là. Pour nous, les citoyens, le problème n'est pas que les députés de l'Assemblée nationale française ou dans d'autres pays, soient plus coordonnés avec les parlementaires européens. Pourquoi ? Pour nous, c'est du pareil au même, tout ça. C'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes qui mettent en place les mêmes politiques à l'échelon européen et à l'échelon national. Par exemple, la loi El Khomri, la loi du marché, les lois, les politiques du travail. La politique, voilà, exactement. Donc quand vous dites mais il faut que vous compreniez que les députés nationaux dans les 28 pays de l'Union européenne ne sont pas tous du Front de gauche. Et qui ne défendent pas cette position. Mais même tous les Français ne sont pas du Parti de gauche et mélanchonistes, de toute façon. Monsieur Rochefort, j'en ai bien conscience. Mais ce que je vous dis, c'est que cette idée folle qui consiste à dire que pour répondre à ce qui a eu lieu hier, il faut donner encore plus de pouvoir à Bruxelles. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne passe pas intellectuel. Mais si, parce que vous dites qu'il faut un chef européen qui soit davantage une Europe à plusieurs vitesses, c'est ce dont il parle. Alors ça, pour le coup, mais à condition, mais qui décide des cadres, ça doit être les peuples. À la fois par vous. Volontariat. J'allais vous insulter, vous me rappelez un peu ce que Juppé disait ce matin, qui disait qu'il faut faire une pause parce que bon, il y en a assez, qui est un peu d'ailleurs pas tout à fait ce que vous disiez. Non, c'est pas tout à fait. Les gens en ont marre. Et alors les gens, alors là, j'agrégerai à la fois les deux oppositions que vous mentionniez, de droite et de gauche. Ils en ont marre de quoi? Ils en ont marre de cette espèce de système européen qui paraît lointain, machin, alors qui n'est pas expliqué ni par les institutions européennes, ni par les gouvernements nationaux, mais ce truc qu'on rend responsable à chaque élection, tous les 5 ans, de tous nos maux, et qui après, on laisse filer, c'est un truc. Le divorce, il vient de là. Ce qui va se passer... Et ce qui peut se passer peut-être sans grandes impulsions politiques dans l'année qui vient, puisqu'il n'y en aura pas, c'est que enfin l'Europe travaille sur des choses concrètes qui consistent à où en est l'économie européenne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on fait pour cette espèce de mécontentement économique, social, qui grandit quand même devant cette reprise très faible. Qu'est-ce qui fait
continent aussi riche que celui-là n'arrive pas à... Enfin, l'Europe s'intéresse aux vraies questions. Et à la question... Et aussi, la redistribution des richesses, la question, la fiscalité... J'entends bien que vous avez vos idées là-dessus, ça j'en suis sûr. Non, mais aujourd'hui, il y a une politique et qu'est-ce qu'on fait pour gérer la question de l'immigration, des réfugiés et si on arrive... Sans donner l'impression que c'est désorganisé et que chaque pays donner l'impression qu'on verse dans le populisme d'extrême droite. Je crois que ce qui est important, c'est, pardon de parler en tant que chef d'entreprise, c'est effectivement les Gounod, salariés, les emplois, la façon dont les gens vivent au quotidien. Il est certain, et Robert Rochefort, je dirais au-delà de ses propos, qu'il y a une forme de divorce entre les populations, vous l'avez souligné, la bureaucratie européenne, dont je pourrais donner des gags à l'infini, tellement c'est complexe et totalement désordonné, et ce qui donne le sentiment, je dirais, d'un manque de contrôle et de vision politique que le Parlement et les instances de l'Europe devraient donner. Mais je voudrais également souligner, la proposition de Robert Rochefort à cet égard de mixité, si j'ose dire, parlementaire est importante. Lorsqu'au bout de tractation à l'infini, la Commission européenne arrive à proposer une directive européenne votée au Parlement. Celle-ci est reprise par chaque pays. Et la France n'est pas le dernier pays à la complexifier, à l'ajouter, à l'aggraver, à la modéliser telle qu'on arrive à des blocages. Et ce dont les salariés ont besoin, c'est de pouvoir travailler librement. Comment est-on arrivé à une Europe aussi bureaucratique ? Parce que je pense qu'effectivement, alors vous avez, c'était dit, le poids des lobbies qui font des influences tellement contradictoires que le compromis devient quelque chose d'inefficace. Et puis, je le crois, effectivement, une armée d'eurocrates qui se sentent chargés de l'avenir de l'Europe et des citoyens européens sans écouter, et là je vous rejoindrai, sans écouter les gens de la base. Voilà, en tout cas, il faut un sursaut européen, le calendrier politique chargé avec un point d'orgue, bien sûr, la semaine prochaine, réunion du Conseil européen les mardis 28 et mercredi 29 juin. L'avenir de l'Europe post-Brexit se joue dès maintenant. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24. Ce devait être un moment solennel, mais l'inauguration d'une mosquée en Guinée s'est transformée en bousculade géante. Ces images datent du 27 mai dernier et montrent des centaines de fidèles prêts à tout pour entrer à l'intérieur de la nouvelle mosquée de Timbo. La situation a tourné à l'émeute à l'arrivée des officiels, comme nous l'explique notre observateur, le journaliste Mouktar Bari Mamadou. Il y a les forces de sécurité qui ont ouvert une petite porte pour laisser les autorités rentrer. Et c'est là que les fidèles ont forcé la situation pour rentrer. Les gens sont tombés, d'autres ont été piétinés. C'est en ce moment que le chef de l'escadron mobile a décidé de tirer des gaz lacrymogènes. Donc ce fut maintenant une poursuite entre les forces de sécurité et les fidèles. Moi j'ai vu des fidèles poursuivre des agents de la gendarmerie et de la police avec des pierres, avec des matraques. La situation était très délicate. Le ministre d'État Ba Ousmane lui-même a été obligé de monter les barbelés pour être dans la cour de la mosquée. Le Premier ministre, lui, il a été obligé de fuir. Au-delà de ça, il y a eu les véhicules des ministres qui ont été caillassés. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dans ces heurts sur fond de rivalité politique. D'après notre observateur, la mosquée de Timbo suscite beaucoup de convoitises de la part des autorités car elle est située dans un bastion du principal parti d'opposition. Depuis que le président Alpha Condé est venu au pouvoir, un de ses objectifs premiers, comment récupérer Timbo, c'est le président même qui a financé la construction de cette mosquée. Ce n'est pas qu'à Timbo que cela est arrivé. Pas plus longtemps que le mois passé, il y avait l'inauguration d'une autre mosquée dans la préfecture de Tougué. Là-bas aussi, c'est un opérateur qui a investi plus de 30 milliards pour la construction d'une seule mosquée. Et aujourd'hui, pour concurrencer cette mosquée, le président a financé la construction d'une autre mosquée à près de 200 mètres de celle-là. Donc, les problèmes autour des mosquées, c'est devenu un problème politique. Les mosquées ont été politisées, tout est devenu politique en République de Guinée. Le 19 mai dernier, le vol Égyptair entre Paris et Le Caire s'est écrasé en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord. Comme à chaque événement international, ce drame a été l'occasion de beaucoup d'intox sur les réseaux sociaux.
Commençons par cet exemple de désinformation. Cette vidéo montrant une boule de feu dans le ciel. Les images ont émergé sur la toile quelques jours après le crash. La légende explique que ce serait l'avion en feu filmé par des vidéastes amateurs grecs. Pourtant, une recherche sur YouTube permet de retrouver cette vidéo. Cette scène a été filmée en décembre 2015, en Californie, et il s'agit du passage d'une comète. Plus récemment, une nouvelle vidéo a été publiée sur Facebook. L'internaute affirme qu'il s'agit de l'intérieur de l'avion Egyptair avant le crash. On y voit des passagers en panique, alors que l'avion bouge beaucoup, on entend même des personnes crier. Nous avons vérifié cette vidéo et nous vous expliquons comment nous avons procédé. Premier conseil, lisez toujours les commentaires. Ici, un internaute explique que la vidéo aurait été prise dans un vol de la compagnie Etihad se rendant à Jakarta. C'est une première piste, mais il faut la vérifier. Notre conseil numéro 2, faire des recherches avec des mots-clés adaptés sur YouTube. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Jakarta Flight ou Avion Jakarta, vous allez retrouver une vidéo qui ressemble trait pour trait à celle que nous avons vue. En regardant la légende, on se rend compte que la vidéo a été publiée le 5 mai dernier. Il s'agissait bien d'un vol Abu Dhabi-Jakarta. L'avion avait traversé une zone de turbulence impressionnante. Plusieurs personnes avaient même été blessées. Mais parfois, faire des recherches avec des mots-clés ne suffit pas. Alors, voici notre dernier conseil. Utilisez un outil de recherche vidéo en ligne. Voici comment procéder. Installez un plugin comme Download Helper. Cet outil permet de récupérer les flux vidéo. En lisant la vidéo, elle est automatiquement téléchargée par le plugin. Ce fichier vidéo, téléchargez-le sur votre compte YouTube personnel, en pensant à cocher la case « Non répertorié ». Récupérez ensuite son URL et rendez-vous sur l'adresse www.amnestyusa.org Citizen Evidence. C'est un outil de vérification qui va rechercher sur Google toutes les vignettes associées à la vidéo. Il faut entrer votre URL et cliquer sur Reverse Image Search. Et on se rend bien compte qu'il s'agit d'une vidéo prise lors d'un vol entre Abu Dhabi et Jakarta. Rien à voir donc avec le vol Egyptair. N'hésitez pas vous aussi à utiliser ces méthodes lorsque vous avez un doute sur une vidéo qui circule sur Internet. Et si vous avez un doute, pensez aussi à contacter notre équipe. Nous sommes joignables sur WhatsApp, Facebook, Twitter ou tout simplement par mail.